Cher peuple, le détroit est sous le contrôle de la République islamique. Vous vous souvenez quand ils ont voulu envoyer un dragueur de mines pour déminer? Eh bien, nous sommes restés fermes et nous avons agi. Nous considérions cela comme une violation du cessez-le-feu et nous avons dit que si cela arrivait, nous réagirions. Nous sommes même allés jusqu'à l'affrontement. Ils se sont retirés. Pendant que j'étais là, le frère de ce monsieur, Abdullahi, est entré en contact avec moi. Il disait que leur dragueur de mine s'était positionné à un endroit tel que, s'il ne s'arrêtait pas là, notre missile l'atteindrait sûrement. Je l'ai dit à la délégation américaine. Je leur ai dit, voici la frontière. Si vous avancez un peu plus, nous attaquerons sans aucun doute. Ils nous ont seulement demandé 15 minutes. J'ai dit, monsieur, donnez-leur 15 minutes. Nous donnerons l'ordre de revenir et j'ai donné l'ordre de revenir. Après leur retour, M. Abdullahi m'a contacté et a dit « Oui, ils se sont reposés 15 minutes et maintenant ils sont revenus. » C'est-à-dire, regardez, donc si aujourd'hui il y a un mouvement dans le détroit et qu'il avance, le contrôle du détroit est entre nos mains. Maintenant, ils sont venus et ont encerclé l'endroit depuis 2 ou 3 jours. Que signifie encercler? Tout le monde peut passer sauf l'Iran. Quelle décision aussi maladroite qu'empreinte d'ignorance. Eh bien, si le détroit est ici, nous sommes ici et tous ceux qui veulent passer. Et par ici, tout le monde peut passer, sauf nous. Est-ce que c'est possible? C'est erreur sur erreur. Naturellement, comme je l'ai mentionné précédemment, j'ai dit que s'il ne lève pas le blocus. Sans aucun doute, le transit dans le détroit sera inévitablement limité et diverses restrictions supplémentaires seront imposées. Eh bien, il est le président du Parlement iranien. D'après ce qui est rapporté, eh bien, il a fait ces déclarations où il affirme que le détroit d'Ormuz a été pris, en gros. En fait, il continue de le contrôler, non? Eh bien, cela fait partie des défis auxquels l'Iran est confronté, alors qu'à un moment donné, il semblait qu'ils allaient ouvrir le détroit. Cela a même été annoncé par certains politiciens iraniens et par Donald Trump lui-même. Et évidemment, il y a eu des réactions partout. Donald Trump s'est même allé jusqu'à dire que la Chine était très contente de cette situation. Mais quelques heures plus tard, cette situation a été démentie. Principalement à cause de ce que ce monsieur me dit aujourd'hui. Comment est-il possible qu'on parle d'une sorte d'ouverture et qu'ensuite les États-Unis viennent ensuite leur fermer le détroit? Tu te demandes comment est-ce possible? C'est-à-dire, ok, tu l'as déjà ouvert, alors ouvre-le à tout le monde, n'est-ce pas? Ils vont l'ouvrir et ensuite les États-Unis le ferment, alors évidemment, eux aussi le ferment. C'était logique que ça allait arriver, évidemment. C'est la base de la diplomatie, non? C'est quelque chose de basique, exactement. En plus, les États-Unis ne l'avaient pas fermé. Je ne sais pas à quel moment ils ont pensé « bon, maintenant, nous allons le fermer ». Est-ce que c'est ça, ou bien ils ne veulent tout simplement pas négocier non plus? Allons, on dirait que les deux côtés ne veulent jamais vraiment négocier et que ceci est peut-être censé mettre la pression, soi-disant, pour négocier. Et cela, eh bien, nous amène à un moment où, en ce moment même, une réunion urgente est en train d'être annoncée. Cela là-bas à la Maison-Blanche n'était pas prévu, ce rapport que nous allons donner en ce moment. Nous avons commencé avec cela, mais soudainement, une nouvelle situation s'est présentée, dans laquelle une réunion a été convoquée à la Maison-Blanche. La voici. Exactement, dans la célèbre salle de crise de la Maison-Blanche, témoin de nombreux moments historiques. Cette réunion s'y est tenue samedi soir. Donald Trump est allé jouer au golf dans un endroit à Washington qui s'appelle, les terrains Trump, et il est immédiatement retourné à la Maison-Blanche pour, participer à cette réunion. Il avait commenté, avant de finir de jouer au golf, que dans quelques heures, il saurait si l'accord allait être conclu ou non. Si c'était nécessaire, alors, agir militairement, n'est-ce pas? La situation en Iran, il faut rappeler que depuis hier, n'est-ce pas? La situation devenait déjà compliquée pour le retour. Oui, bien sûr. Dès l'après-midi, il referme le détroit. Le matin, il est ouvert. L'après-midi, fermé. C'est fou. Ce n'est pas si rapide. Donc, chaos, Rappelle-nous que dans 3 jours, le cessez-le-feu prend fin. Exactement. Le cessez-le-feu se termine mercredi. Tout est fermé. Il ne semble pas qu'il va y avoir une négociation. Dans cette réunion, apparemment, ce dont on parle déjà, c'est de la suite, non? De l'étape suivante. Exactement. Qui était présent à cette réunion? Steve Witkoff, qui, a été le négociateur vedette pour Donald Trump.
Et il y a aussi le directeur de la CIA, John Ratcliffe. Il y a aussi le responsable, le président de l'état-major, c'est-à-dire un haut gradé interarmé, Dan Kane, qui donne toujours les informations sur ce qui se passe en Iran. Il y aurait aussi J.D. Vance et Pete Hegseth, évidemment, qui est le secrétaire à la défense. Et il y a un facteur qui est le Liban. Regardez ce que dit le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassim, que On devait lui avoir ôté la vie, cela avait été annoncé, mais je pense qu'ils se sont trompés. non, eh bien non, 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 non. Il a continué à faire des commentaires, mais oui, il a été dit, n'est-ce pas? Il a été dit qu'il avait été éliminé, et bon, eh bien, il dit ce qui suit. لأننا مستهدفون وجوديا ولأن وطن Le secrétaire général du groupe radical Hezbollah, Naïm Kassem, dit ce qui suit. Nous resterons sur le champ de bataille jusqu'à notre dernier souffle. Nous ne nous rendrons jamais. Nous capturerons des soldats ennemis. Les villes du nord d'Israël ne seront jamais en sécurité. Cette déclaration du chef du Hezbollah montre donc qu'il n'y a aucune possibilité de négociation. Rappelez-vous que cela se joue à 3. Autrement dit, cela se joue à 3. La situation en Iran, pour eux, la ligne est la suivante. Que les États-Unis se retirent de cette zone, qu'ils veulent garder l'uranium, tout ce sujet, qu'on leur donne l'argent, qu'on leur débloque 20 milliards de dollars, etc., etc. Mais d'un autre côté, l'un des points fondamentaux est aussi qu'il n'y ait pas d'attaque contre le Hezbollah ou contre le Liban de la part d'Israël. Et la même chose. Le Hezbollah au Liban déclare « Nous continuerons à opérer, ils continueront à attaquer. Il n'y a aucune possibilité de paix dans la région. » Donc par conséquent, il n'y a pas non plus de possibilité de paix en Iran, du moins avec l'idée ou l'indication de ne pas attaquer le Liban, parce qu'évidemment le Liban va continuer à être attaqué. Si ce personnage avertit qu'ils vont continuer à tirer, qu'ils vont continuer à attaquer, il n'y a aucun doute que tout cela est extrêmement complexe, et en plus de cela, ajoute la complexité d'un Trump qui change d'avis toutes les 5 minutes. Et il vit dans un monde parallèle où on le voit tous les jours dire que tout va génial. Ils vont me donner tout le nucléaire. Ils m'ont déjà donné les clés du palais, non? Et la réalité, c'est qu'il ne se passe même pas 1 heure et ils disent déjà qu'il hallucine, qu'on ne sait pas de quoi il parle. Le chaos volatile de la volatilité, je crois qu'il parle des marchés. En fait, il s'adresse au marché. Toi, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce n'est pas comme ça, que c'est exact. Combien de temps cet effet dure-t-il? Pas longtemps. On connaît déjà la chanson. Mais à chaque montée, à chaque descente, tu prélèves une part sur les marchés et tu continues à grignoter, à grignoter. Et je dis, ça devra bien se prouver un jour, non? Évidemment, eh bien c'est, nous supposons ou pensons, ou moi en particulier, je crois que beaucoup d'autres partagent cette idée, qu'il y a une énorme manipulation des marchés. Il faudra enquêter là-dessus à fond un jour, je l'espère. Si cela est permis maintenant, cela va continuer à se produire encore et encore. Et cela aura une conséquence très grave pour les marchés, pas seulement aux États-Unis. Parce qu'il faut se rappeler que beaucoup de choses, surtout dans le domaine financier, beaucoup de ce qui se fait sur les marchés boursiers des États-Unis, ensuite on commence à voir comment ces schémas se répètent dans d'autres régions du monde. Un autre point qui attire également l'attention dans cette affaire du Hezbollah, c'est qu'à un moment donné, on disait qu'ils étaient un désarmé, qu'il n'y avait quasiment plus de direction, qu'ils étaient sur le point de disparaître. C'était l'impression qu'on donnait à tout le monde. Pendant un bon moment. Pendant un bon moment. Mais ce qui se passait apparemment, c'est que pendant toute cette pause, ils préparaient leurs forces pour agir dès que l'Iran donnerait les ordres, en gros. Exactement, parce que après cette attaque très intense qu'Israël a menée il y a quelques années, il semblait qu'ils avaient été décapités, en gros, mais non, pas du tout. Ils sont toujours là, ils ont survécu, comme les cafards survivent souvent. Tu sais, ils survivent à tout. Ils survivent à tout. Écoute, mais un commentaire à propos de cet Ali Dad, celui qui est au Parlement, il a aussi fait un commentaire très intense ce jour-là, où il dit, c'est une déclaration personnelle, il dit « Je suis prêt pour le martyr ». Et il dit que tous les dirigeants iraniens sont prêts à verser son sang pour la cause. Et c'est un message qui évidemment s'adresse à deux publics. D'une part aux Iraniens, parce que c'est le président du Parlement qui le dit, que malgré 6 semaines de bombardements assez intenses, où ils ont perdu beaucoup de dirigeants, ils sont prêts à continuer à attaquer et peu leur importe si les civils souffrent. Et pour Washington, c'est aussi un avertissement, n'est-ce pas? Qu'ils n'ont pas peur, de tout perdre, n'est-ce pas? Ils n'ont pas peur de négocier et de tout perdre.
Eh bien, c'est le style qui a caractérisé le groupe des ayatollahs, disons. Et donc, eh bien, j'imagine aussi qu'au final, ce sont des politiciens. Et pour être proche de la garde révolutionnaire, eh bien, il faut se montrer très radical, parce que sinon, enfin, si tu agis comme Abbas Sargashi, qui est plus diplomate, plus politique, tu vois bien comment il le traitait d'Ichouan d'idiot. Aujourd'hui, dans une conversation que nous avons mise ici, où les deux membres de la garde révolutionnaire commentaient en cela, pendant qu'ils disaient aux Indiens de rentrer maintenant. Oui, eh bien, hier, nous commentions que le chef du corps de la garde révolutionnaire, qui est resté en ce moment, enfin, qui est en couverture de la vidéo précédente, ce personnage dont je ne me souviens plus du nom pour l'instant, disait qu'ils allaient lui faire une procédure de destitution. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La version iranienne, je ne retrouve pas le mot farsi. Mais oui, maintenant aussi, eh bien, il y a une réaction de la part de l'Iran sur la question nucléaire. Écoutons ce qu'ils disent. Des responsables américains mentionnent des faits que vous ne pouvez pas vérifier. Par exemple, je vous dis que l'uranium enrichi de l'Iran, en aucune circonstance, ne sera transféré. Il ne sera transféré nulle part, tout comme la terre d'Iran est importante et sacrée pour nous. Cette question compte aussi pour nous. Donc cela est exclu. Le sujet. Le transfert d'uranium enrichi à 60% n'est pas en discussion. Ce sujet n'a jamais été abordé. Le transfert de l'uranium enrichi de l'Iran aux États-Unis n'a jamais été une option pour nous. Il existe différentes options concernant la résolution des questions considérées comme faisant partie de notre dossier nucléaire. Mais je ne l'ai jamais dit. Le transfert de matériaux enrichis de l'Iran vers les États-Unis n'a jamais été une option. Pour nous, et la suspension permanente de l'enrichissement. Comme je l'ai mentionné, voyez-vous, tous ces sujets qui sont soulevés font partie d'une campagne médiatique lancée pour influencer les négociateurs. Et notre camp à la table des négociations, nos diplomates, les membres de l'équipe de négociation, sans aucun doute, ne seront pas affectés par ces manipulations. En se basant sur les directives établies par le système, le négociateur fait avancer le travail dans ce cadre, ce qui profite à cette cause et aux droits de la nation iranienne. Eh bien, cela fait partie des réactions exprimées par les Iraniens. En gros, ils démentent totalement la question de l'uranium en disant que, eh bien, cette situation ne va pas se produire, cela n'aura pas lieu. Voilà. Donald Trump disait que les troupes allaient y aller ou qu'on allait d'une manière ou d'une autre leur faire passer la poussière radioactive, je ne sais pas quoi, la poussière d'uranium, etc. Ce n'est pas le cas, ils l'ont répété encore et encore. Non, je ne comprends pas comment, tout à coup, surtout dans les médias américains, ils vantent pour cette idée et ils ne la remettent même pas en question, non. Je pense que ce sujet devrait être remis en question. Les Iraniens ont déjà dit non, je l'ai répété plusieurs fois. Cela ne les intéresse pas. Ils ont même donné une place sacrée à la question de l'uranium et tout ça. Donc en gros, ils ne vont y renoncer pour rien au monde, non? Donc soit tu leur retires, ou tu les laisses avec ça, mais il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre option. En gros, ce n'est pas comme s'ils allaient te le donner ou te le vendre ou quoi que ce soit, non? On disait qu'ils allaient recevoir un paiement, mais ce n'en est pas un. L'argent qui appartient aux Iraniens, 20 milliards, que les États-Unis ont bloqué, en fait, ils en ont plus, et ils disaient, bah bon, on va débloquer ça, non. C'est-à-dire, on va rendre cet argent et donner les portables, eh bien non, ça n'arrivera pas. Je veux dire, c'est ça. On sait qu'ils ont toujours été très ambigus au moment de négocier, mais là, en pleine guerre, l'ambiguïté continue parce que si cette stratégie a fonctionné pour eux et les a maintenus en vie pendant tant de décennies, eh bien... Pourquoi la changerait-il? Pourquoi la changerait-il exactement, n'est-ce pas? Et il y a un message, d'ailleurs, du président du Liban. C'est un message que veut transmettre le président du Liban, car il fait pression pour que le Hezbollah soit désarmé, afin qu'il ne soit qu'un groupe politique, et non un groupe militaire, paramilitaire ou radical armé au sein du Liban, ce qui leur cause beaucoup d'instabilité et de nombreux problèmes. Eh bien, voici le message de José Hanon, le président du Liban. Écoutons. Et à ceux qui jouent avec le destin du Liban et la vie des Libanais. Je dis, ça suffit. Seul le projet de l'État au Liban est le plus fort, le plus durable et le plus sûr. Eh bien, c'est essentiellement ça, non? Je veux dire, il mise sur le projet de l'État. C'est-à-dire, il dit, eh bien, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un État qui soit contrôlé, et non pas qu'il y ait une sorte de sous-État,
comme s'il s'agissait d'un groupe à part, d'un gouvernement à part, qui veut tout contrôler, et qui a une puissance de feu, une capacité de frappe militaire, des hélicoptères, des avions, parce ils sont fortement armés. Eso no puede existir. Mais d'un autre côté, leur armée n'a pas réussi à contrôler ceux du Hezbollah, n'est-ce pas? Donc, c'est le message que donne José Anon. Ils font ce qu'ils veulent, même si on leur a dit de quitter le pays et qu'ils restent. Ils ne partent pas. Et donc, tu parles du Hezbollah? Eh bien, spécifiquement aux ambassadeurs iraniens, à beaucoup de membres du gouvernement iranien qui sont au Liban, on leur a demandé plusieurs fois de partir et ils ne partent pas. Honnêtement, ils s'en moquent et je ne comprends pas comment les Libanais les tolèrent. Ont-ils peur? Pourquoi ne les expulsent-ils pas? Parce qu'au final, comme le Hezbollah est un groupe armé, ils savent qu'il y aurait un soulèvement civil si quelque chose comme ça arrivait. Pas une guerre civile, mais s'ils ont un affrontement aussi direct avec le Hezbollah. D'un autre côté, le pape Léon XIV a aussi lancé ce message. Il y a déjà eu un certain récit qui n'a pas été précis sur tous ces aspects, mais à cause de la situation politique qui s'est créée lorsque, le premier jour du voyage, le président des États-Unis a fait quelques commentaires à mon sujet. Une grande partie de ce qui a été écrit depuis lors a plutôt été un commentaire sur un autre commentaire, essayant d'interpréter ce qui a été dit. Juste un petit exemple. Le discours que j'ai donné lors de la réunion de prière pour la paix, il y a quelques jours, avait été préparé il y a 2 semaines, bien avant que le président n'ait fait le moindre commentaire à mon sujet et au sujet du message de paix que je promeus. Et pourtant, comme cela s'est produit, cela a été interprété comme si j'essayais à nouveau de débattre avec le président, ce qui n'est absolument pas mon intention. Il s'est senti visé, mais ce n'était pas pour lui. Oui, Donald Trump s'est senti visé, mais ce n'était pas un message pour lui. Le sujet des tyrans et tout ça... La haute autorité, comment on dit? En général, il y a beaucoup de tyrans dans le monde. Je veux dire, tu ne dois pas penser que c'est de toi qu'on parle, n'est-ce pas? Parce que, sinon c'est comme si tu confirmais, n'est-ce pas? Bon, mais enfin l'affaire, c'est qu'il donne cette réponse ou ce commentaire en disant que non, ce n'était pas un message spécifiquement pour Trump. Simplement, il s'est senti visé. En tout cas, le message était déjà écrit et préparé des semaines avant tout ce débat qui a eu lieu, mais bon, ça fait partie des réactions qui se produisent sur ce sujet. Un autre sujet, c'est ce qui se passe avec la Russie. Passons à cela. C'est un peu un étranger à Washington, il promeut, avec les grands Européens, comme on les appelle, l'idée de créer un nouveau bloc militaire avec l'Ukraine comme membre, oui, et même pas seulement comme membre, mais comme son principal participant. Volodymyr Zelensky soutient activement cette idée. Le fait que les États-Unis veuillent ainsi transférer à l'Europe la principale responsabilité de contenir la Russie afin d'avoir les mains libres, disons-le clairement, face à la Chine, et ils ne le cachent pas. Dans cette logique, ils essaient de stimuler non seulement des discussions, mais aussi des actions concrètes en faveur de la création anticipée d'un tel bloc militaire anti-russe. Un bloc militaire anti-russe annoncé avec la participation de l'Ukraine. On pense au déploiement de forces de stabilisation. Macron. Macron se réjouit de cette idée. Starmer acquiesce également dans ce sens. Et les Américains disent oui, Rubio l'a dit il n'y a pas longtemps. Il semble que les Français et les Anglais veuillent y déployer une sorte de contingent de stabilisation. Il est clair que sans les technologies que possèdent les États-Unis, ils ne pourront pas gérer cela. Nous verrons ce qui se passera. S'il y a la paix, nous sommes prêts, nous les soutiendrons. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas question de transformer le régime ukrainien en quelque chose de normal. Ni par des élections, ni par l'imposition de certaines exigences de la part du soi-disant monde démocratique, il ne s'agit absolument pas de cela. Il ne s'agit absolument pas de cela. Ce sont plutôt des commentaires que fait Lavrov lui-même sur le sujet. Et même, il en vient à lancer, pendant un instant, une sorte de menace, n'est-ce pas?
La situation devient intense, mais disons qu'ici, selon la réaction, Lavrov aurait averti et menacé spécifiquement l'Europe et Kate Kellogg à propos du projet de nouvelle union de défense européenne avec l'Ukraine. Jusqu'à présent, Kellogg lui-même. Il a activement promu l'idée qu'il devrait en créer une nouvelle alliance militaire et que l'Ukraine ne devrait pas être intégrée directement à l'OTAN, mais plutôt faire partie d'une sorte de nouvelle alliance. Comme une OTAN, mais exclusivement européenne, en gros. Curieux, n'est-ce pas? Rappelons que ce personnage faisait partie du gouvernement Trump et était chargé du dossier ukrainien. Ils l'ont renvoyé parce que lui, petit à petit, même si au début il ne semblait pas tant que ça, mais l'Ukraine c'est vraiment un militaire et à la fin il a fini par soutenir l'Ukraine plus que ce qui convenait à Donald Trump. Une fois, ils l'ont renvoyé car la Russie n'était pas d'accord et ça s'est terminé ainsi. Sous Poutine. Sous les ordres de Poutine, oui, en 2000, au début de cette année-là, ils l'ont renvoyé. Il continue, il est très actif en Ukraine, même s'il n'a plus de poste pour le gouvernement des États-Unis là-bas. Non, il est maintenant comme un analyste, il est politicien, il est militaire, peu importe. Donc le sujet ici, ce qui est intéressant, c'est que dans cette nouvelle alliance qui pourrait être l'Europe, selon ce que dit l'Europe, fondamentalement, l'Ukraine serait celle qui prendrait la tête. C'est-à-dire qu'au final, elle aurait donc l'expérience et disposerait d'une armée hautement entraînée. Et regardez comme les choses tournent, n'est-ce pas? C'est impressionnant, vraiment. En 4 ans de guerre, combien de retournements avons-nous vus? Où soudainement il y a eu des avancées de la Russie, où soudainement il y a eu des reculs, où soudainement il y a eu des moments où même l'Ukraine envahit la Russie. C'est-à-dire, trop de rebondissements dans une guerre qui a même comporté des risques nucléaires, mais qui maintenant, même lorsque le groupe Wagner s'est rebellé contre la Russie et s'est dirigé vers Moscou contre Vladimir Poutine. C'est-à-dire beaucoup de moments très intenses pour faire une série, plutôt bonne, d'environ 5 saisons, non? En fait, c'est vraiment très dur. Tout ce commentaire de Rob vient évidemment du fait qu'ils se sentent menacés par ce projet porté par la Commission européenne qui discute d'un traité intergouvernemental pour encourager cette union de défense et préparer l'Union européenne à pouvoir se défendre de manière indépendante sans dépendre des États-Unis, surtout parce qu'en ce moment, les États-Unis sont concentrés sur le Moyen-Orient, sur la Chine. Et ce traité, l'intention est de renforcer le rôle de l'Union européenne dans sa propre défense. C'est vrai, et d'éviter un débat constant, une concurrence sur la question de savoir si elle doit, par exemple, appartenir à l'OTAN. Avec cela, si les États-Unis vont vraiment le soutenir parce que en ce moment Trump s'en va, mais qui te dit qu'il n'y en aura pas un autre pareil ou encore plus dur sur la question de la séparation avec l'Europe? Non, plus critique. Exactement, et comme le dit Gisèle, je ne sais pas si elle parle de l'Ukraine, d'Israël ou d'une autre. Mais ça s'applique à toutes, ça s'applique même à la Corée, aux 2 Corées et à plusieurs autres. Elle dit que c'est une situation absurde et délicate, où une première erreur tactique pourrait déclencher une guerre mondiale. Regardez, je veux dire, ça m'est venu à l'esprit ce drone que le président de la Corée du Sud a lancé, pensant qu'il allait avoir des ennuis avec la Corée du Nord. Et par chance, Kim Jong-un prend une grande inspiration, il ne donne pas de réponse agressive, il dit « Hey, on m'a lancé un drone, qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Les députés de la Corée du Sud se rendent compte qu'en réalité le drone venait bien de la Corée du Sud et commencent à se demander ce qui se passe. Ensuite, ils se rendent compte que le président voulait provoquer un problème avec la Corée du Nord pour voir si dans une sorte de tension militaire ou quelque chose comme ça, on arrêterait d'enquêter sur lui. Comme nous le savons déjà, Netanyahou a aussi utilisé cette stratégie, tout comme Trump lui-même. Lorsqu'il rencontre des problèmes et qu'une tension menace de devenir un conflit, il provoque ces conflits, qui est très risqué. Ces conflits peuvent provoquer une erreur suffisamment grave pour que la situation s'aggrave très rapidement et qu'un conflit plus ouvert éclate. Donc c'est aussi un problème important. Passons à d'autres sujets intéressants. En attendant, regardez un peu ces blogueurs russes. Tu les as vus, non? Plus ou moins. Oui. Ils ont cette plainte concernant la guerre, non? Qui, en gros, a duré trop longtemps et en plus ils avancent, tout recule, t'as pas de tortue et où tout cela va-t-il mener? Écoutons-les un instant.
Nous sommes presque arrivés au point où les gens commencent à se moquer de nous de façon assez objective, et en plus ce sont des personnes patriotes qui se soucient de la Russie, de sa majestueuse armée et tout ça. Et n'as-tu pas entendu, Ivan, tu l'as sûrement entendu, comme parfois ce commentaire prend un ton sarcastique. On prend une porcherie et on se vante déjà devant le monde entier d'une nouvelle victoire. Ça existe et il ne faut pas avoir honte de ces commentaires des gens, parce que derrière ce commentaire sarcastique, il y a une vérité. Eh bien, vraiment, que peux-tu dire et tu le diras doucement. C'est vrai, il dit exactement cela et on en a déjà parlé ici il y a 2 ans. Ce qu'il dit a commencé à attirer l'attention. Ça a commencé à attirer l'attention, exactement. Ça commençait à attirer l'attention et soudain il disait « on a déjà pris ». Comme ça. Parce que chaque semaine, si vous consultez le rapport des communiqués que donne la Russie, ils publient un rapport hebdomadaire. Et le rapport hebdomadaire fait le point. C'était du genre « nous avons avancé de telle rue à telle rue ». Et ça, c'était la semaine, puis la semaine suivante. Non, eh bien maintenant, tel carrefour de tel petit village, nous avons pris le carrefour comme ça. Il rapportait, et tu lisais, te demandant « le traducteur est-il mauvais? Que se passe-t-il » Tu voyais, non? Des blogueurs russes qui soutiennent la Russie pour voir ce qu'ils en pensaient, et eux-mêmes se moquaient d'avoir réussi à avancer d'un demi-pâté de maison. Enfin, c'est quoi ça? Comment? Enfin, tu perds 15 personnes pour combien de gens au juste? C'est pour ça que tu te dis, en plus, bon, est-ce que tu es un pays qui s'est vraiment plein, que tu n'as plus d'endroit où aller, que tu as vraiment besoin d'espace? Ce n'est même pas justifié. Non, mais tu te dis non. C'est littéralement le pays avec le plus grand territoire, sans pratiquement d'infrastructures importantes, sauf dans certaines villes. Tu te dis, eh bien, commence par t'améliorer toi-même, non? Au moins la Chine s'améliore en avançant dans ses infrastructures. À l'échelle du pays, ils font au moins ce qu'ils peuvent. Mais ici, tu te demandes, pourquoi veux-tu plus de territoire? Exactement. Si les puits datent de l'époque de Stanley, c'est sûrement que tout y est concentré. Le point, c'est dans ta population, oui, c'est-à-dire qu'ils se développent, qu'ils n'ont que leur ville très importante et tout le reste, on ne sait pas trop ce que c'est. Oui, la situation est grave, elle est vraiment grave maintenant. Bon, autre chose sur ce sujet ou passons à d'autres sujets intéressants. Il y a une opération qui attire l'attention parce que c'est une combinaison de services totoba de renseignement, pour ainsi dire, une opération dans laquelle la CIA... Ils utilisent un logiciel israélien qui s'appelle Pegasus, qui est très connu ici au Mexique et dans d'autres pays. Parce que des politiciens ont ensuite utilisé ce logiciel pour espionner des journalistes et pour... C'est-à-dire, cette entreprise est censée tout limiter pour que les gouvernements n'en fassent pas mauvais usage, mais on sait que ce n'est pas le cas. Donc une manœuvre très intéressante de Pegasus, ou plutôt de la CIA utilisant Pegasus pour s'introduire dans les réseaux iraniens et à l'intérieur de ces réseaux. Faire croire que l'un envoie un message à l'autre pour semer la confusion et ce genre de choses. C'est-à-dire, d'après ce qui est rapporté, il s'infiltre sur WhatsApp et Signal en Iran, non? Donc, la CIA aurait mené une opération secrète en utilisant le logiciel espion Pegasus pour manipuler les communications ennemies en Iran. Selon le rapport, cela est cité par The Times of Israel, mais c'est aussi rapporté par The Times aux États-Unis. L'idée, dit-on, était d'interférer directement avec la riposte iranienne après l'incident militaire lors de la chute des F ici. Bien sûr. Au Koweït. L'idée était de les embrouiller comme s'ils cherchaient à un certain endroit pour que les Iraniens y aillent, et eux, tu te souviens? Oui, exactement. Pas celui du Koweït, mais bien à l'intérieur de l'Iran. Exactement. Donc pour que, lorsqu'ils étaient en train de le secourir, les Iraniens aillent le chercher ailleurs et que cela crée de la confusion. Alors ils faisaient en semblant de se dire entre eux « Non, ils ne sont pas à tel endroit ». Ah d'accord, allons-y. En fait, ils créaient cette confusion. Mais ce qui est frappant, c'est qu'ils utilisaient WhatsApp. Ça me fait beaucoup rire parce que je m'imaginais qu'ils utilisaient un autre réseau, un réseau différent pour communiquer, et selon le rapport, ils utilisent Signal et WhatsApp. Et ça aussi, ça m'interpelle dans cette affaire. Mais bon, pendant l'opération de la CIA, ils auraient envoyé de faux messages via WhatsApp et Signal, simulant des communications légitimes entre eux. Les messages affirmaient sans que le pilote avait déjà été secouru, cherchant à détourner les efforts de recherche vers d'autres zones et disant aussi qu'ils avaient déjà secouru le soldat. La stratégie fait partie de ce que le directeur de la CIA, John Radcliffe, a décrit publiquement comme une campagne de tromperie.
Moi, je comprends qu'on communique ce genre de choses, qu'on fasse fuiter, qu'on transmette ces informations, mais pour moi, c'est tellement étrange qu'ensuite elles soient publiées parce que, enfin, Et en plus, alors que tout est en cours et qu'il y a la guerre, pourquoi ne pas attendre quelques années et ensuite publier tout ça? exactement. Pourquoi tu publies ce genre de choses? Je pense que c'est parce que le gouvernement veut enfin montrer le pouvoir qu'il a, Il veut descendre, mais c'est ça, déjà. qu'il s'est déjà affaibli à partir de... Quel a été le coup de Pegasus et de tout ce qui a été fait? La prochaine fois qu'un incident survient et qu'ils tentent encore de tromper, les Iraniens diront de ne faire confiance à aucun message sur WhatsApp, Signal ou autre, devenant ainsi totalement méfiants. Ils vont télécharger Telegram. Les services de renseignement se diront qu'un autre de leurs trucs a encore été grillé. Une chose de plus, n'est-ce pas? Franchement, ce sujet est très ridicule, mais bon, c'est comme ça qu'ils le gèrent. Ils préfèrent en fait montrer, ils préfèrent enfin se vanter d'avoir réussi X ou Y, mais cela, eh bien, c'est à leur détriment, n'est-ce pas? Ou ça t'affecte à l'avenir, n'est-ce pas? Mais bon, passons à d'autres sujets importants. Il y a un mouvement de la marine, c'est-à-dire la marine, la Navy, fait des mouvements qui semblent indiquer qu'il se prépare déjà à l'option militaire. En gros, Exactement. D'après ce qu'on sait, c'est dans le Wall Street Journal. L'armée des États-Unis se prépare déjà à aborder des navires liés à l'Iran dans les prochains jours. Cela marquerait évidemment une nouvelle escalade. Ils explorent d'autres options avant d'attaquer, par exemple l'île de Kar. Ce n'est pas encore décidé. Il faut envisager davantage de possibilités. Alors, bon, l'armée est en train de se préparer en ce moment. Elle fait ses exercices en général. Sanchez, qui est le président de l'État, le plus grand groupe qui sera en ce moment dans la salle de crise à la Maison-Blanche, eh bien, il l'a annoncé et cela a également fuité. Selon des responsables américains cités par le Wall Street Journal, Kane dit qu'il poursuivra activement tout navire battant pavillon iranien ou tout navire tentant de fournir du matériel à l'Iran. Il faut aussi rappeler que la Chine est censée envoyer du matériel. Enfin, à moins qu'elle ne l'ait déjà fait. en principe non, mais en réalité oui. Enfin, eux ne le... Vont pas le dire. Évidemment, cela inclut les navires de la flotte fantôme, c'est-à-dire la flotte fantôme qui transporte le pétrole iranien. Comme la plupart d'entre vous le savent, les navires de la flotte fantôme sont ces bateaux illicites ou illégaux qui contournent les réglementations internationales, les sanctions et les exigences. Alors, eh bien, cette mission appelée Fureur économique, c'est ainsi qu'ils ont nommé l'opération concernant les navires, va être menée avec l'aide du commandement Indo-Pacifique des États-Unis. Et elle sera appliquée en plus du blocus que la marine américaine impose à tous les ports iraniens, ce qui, eh bien, a déjà entraîné la fermeture totale de tout. Cela se fait également dans le golfe d'Oman. Eh bien, selon le commandement central des États-Unis, eux, les États-Unis, ont empêché le passage de 23 navires qui tentèrent de quitter les ports iraniens. Eh bien voilà la situation, donc il y a effectivement une possibilité de mouvement. Le détroit d'Ormuz est au centre de l'attention mondiale. En ce moment, toute cette zone, c'est essentiellement comme on le dit ici dans les commentaires sur Rublox. Pépé, nous sommes à l'ère du ridicule parce qu'ils disent une chose, en font une autre, puis en font encore une autre et disent encore autre chose. C'est comme un vrai labyrinthe, en gros. Passons à d'autres sujets. Mais l'idée alors, c'est de confisquer. De prendre le pétrole, la banque, tout. Tout avoir sans rien laisser entrer ni sortir. Si tu passes par là, 3 drapeaux diront aussi de me faire passer par là. J'imagine que s'ils sortent de là, n'est-ce pas, s'ils sortent, disons, de la vérité des ports, même s'ils sont d'un autre pays, j'imagine qu'ils le feront quand même. Oui, bon, je suppose que personne n'est là. Personne de là-bas, personne des ports, n'est-ce pas? Et d'un autre côté, il n'y a personne non plus parmi ceux qui viennent de Cuba et d'Irak. Aujourd'hui, certains sont revenus d'Irak, non? Tu regardes la carte et tu vois qu'ils sont là, immobiles, non? Ils disent mais que ce sont des milliers de marins qui sont déjà dans un tel désespoir, qu'ils veulent déjà partir de là. Mais ils ne peuvent pas, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas, parce que tout ça est là. C'est-à-dire, ils sont comme des otages. 1000. Des milliers de marins dans toute cette zone et dans cette zone, mais tous ceux d'ici peuvent revenir à un moment donné et c'est tout. Mais ceux de ce côté ne peuvent pas sortir, enfermés dans un coin sans rien à faire qu'attendre que tout se termine là-bas. C'est vraiment un sujet sérieux. Trump devient fou. Il vient de publier une vidéo de Frank Sinatra chantant My Way. Qui sait ce qu'il est en train de planifier? Qu'est-ce qu'il fait? Tout. C'est un message très curieux, voyons. Passe-moi la publication, juste pour voir. Enfin, pour voir. Mais ne le mets pas à côté de parce que... Frank Sinatra, Bon,
Mais ça donne aussi un autre message. Donald Trump hablando de Israël. Et il commence à la complimenter. Non, que Israël, que qui sait. Il y a aussi de beaux garçons en Israël. En gros, c'est comme ça que tout va super bien, que c'est génial, qu'ils s'entendent super bien. Il sait qu'en ce moment, et surtout dans son cercle, les partisans ne sont pas contents d'Israël, parce qu'ils voient Israël comme le pays qui les a entraînés dans une guerre. Les partisans de MAGA sont énervés par ce sujet, par Israël, donc parler comme ça en ce moment n'est pas populaire. Pour lui, cela pourrait impliquer que, comme tu le disais tout à l'heure, il va sûrement leur demander une faveur, non ? C'est ça où ils sont tellement énervés en ce moment. D'après ce qu'il a déclaré hier, il leur a dit « Ce poste interdit à Israël de tirer sur le Liban, comme si tu pouvais nous l'interdire. » Oui, bon, en fait, Netanyahou a tout de suite réagi. Nous le faisons pour aider notre ami les États-Unis. À notre pote, Compadre que se copa parce qu'il ne boit pas, mais sinon, vraiment, c'est Sí, pas, imagínate. sería más justificable. Sí, ándale, si tomara, y bueno, es que anda, Es que anda borracho. c'est naturel ça. Está Yo te muy lo loco. mandé. À l'image, il y a ceci, c'est là qu'on voit. Está lo de Israël et la partie sur la France. Mais je pense qu'il y a comme une sorte d'allusion, c'est-à-dire on regarde, on met en pause et on montre juste l'image. Ensuite, il y a le compte de Donald Trump et il met Frank Sinatra. Et quelle chanson il mentionne ? Celle de My Way. Celle de My Way, genre comme à ma manière, pas à ma manière, mais comme si je fais ce que je veux. En gros, comme j'en ai envie, mais je vais toujours le faire à ma manière. Et l'autre, c'est le tweet qu'elle a posté sur Israël. Je vous dis ce qu'il dit. Il dit « Je sais déjà si tu aimes Israël ou pas ». Ils ont prouvé être un grand allié courageux, audacieux, loyal et intelligent. Contrairement à d'autres qui ont montré leur vraie couleur, Israël se bat avec force et sait comment gagner. Succès dans la bataille que... C'est-à-dire, c'est fou. Parce qu'au final, le message peut avoir... beaucoup de sens et s'adresse aux autres, que ça te plaise ou non. Exactement, ça c'est pour MAGA, exactement. C'est pour ça qu'il dit « Juan aime ça, peut-être pas, mais bon, en picorant un peu, comme on dit. » Passons à d'autres sujets intéressants. Ce n'est pas hors sujet, mais la Corée du Nord fait son truc, n'est-ce pas ? Quand ils se disent « Eh, personne ne parle de moi ». Eh bien, cette fois, ils lancent leur petite fusée, un missile balistique, vers la mer de l'Est. Encore une fois, la Corée du Nord montre simplement qu'elle a la mer de l'Est. Rappelez-vous, c'est en direction du Japon. On l'appelle aussi la mer du Japon ou mer de l'Est, et c'est par ici qu'il a été lancé la dernière fois. Il y a quelques semaines, 2 ou 3 missiles ont été lancés de ce côté. Dans cette zone, avec une nouvelle technologie, celui-ci est maintenant lancé. On sait déjà de quel type de missile il s'agit. Oui, c'est celui-ci pour commencer. Ce serait le 4e essai, rien que pour ce mois-ci, uniquement ce mois-ci. O sea, 18. Il s'agissait de plusieurs missiles balistiques, selon le bureau du Premier ministre japonais, qui a lancé l'alerte sur les réseaux sociaux pour informer de ce tir effectué par le régime nord-coréen. Et dans le communiqué officiel, l'exécutif japonais explique comment le protocole a été activé en se concentrant sur la collecte et l'analyse de toutes les informations disponibles dans le but de fournir au public des informations en temps utile et de manière appropriée. Des procédures de sécurité ont également été instaurées concernant les aéronefs, navires et tout autre moyen présent dans la zone. Et il a également été décidé de prendre toutes les mesures de précaution possibles, y compris en cas d'éventuelle situation d'urgence. Éventuelle situation d'urgence, bien. Donc ce serait dimanche pour la Corée du Nord? Oui, à 6h10 du matin. 6h10 du matin ? Oui. Bon, passons à un autre sujet, abordons un autre thème, car il semble qu'il y ait une réaction ici à ce sujet. Allons-y. Écoutez, j'étais en train de consulter un rapport ici. Voyons, un rebondissement par ici. Je vous dis qu'il n'arrête pas d'y avoir des rebondissements. La nouvelle menace entre l'Iran et les États-Unis et je ne sais quoi d'autre. Mais bon,
la garde révolutionnaire dit que non seulement tout navire est une cible, mais qu'ils avertissent aussi qu'ils ont bien reçu une nouvelle proposition des États-Unis, ou qu'ils ont reçu une nouvelle proposition. Ils ne disent pas qu'ils vont céder, c'est ce qu'ils affirment eux-mêmes. Le régime iranien affirme qu'il est en train d'examiner de nouvelles propositions des États-Unis dont nous ne connaissons pas la teneur, mais ils assurent qu'en même temps, cela ne signifie pas qu'ils vont céder. Le régime iranien a annoncé qu'il allait examiner de nouveaux documents dans lesquels il avertit que ses négociateurs ne feront aucune concession lors des discussions. L'annonce a été faite par le Conseil suprême de sécurité nationale qui, dit peut-être que cela faisait partie de la réunion en ce moment à la Maison-Blanche. Je veux dire, peut-être qu'ils ont déjà donné une réponse. Parce qu'évidemment, tout cela a un certain retard. Enfin bon. Non. Ce dont je parle, c'était avant la réunion à la Maison-Blanche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On lui a dit non. Alors, ils ont proposé de se réunir pour décider quoi faire. Ou bien on leur a envoyé une contre-proposition et ils se sont réunis pour l'examiner. Il faut assembler les pièces et attendre de voir si Donald Trump s'exprime dans les prochaines heures. Eh bien oui, voyez-vous, j'ai envoyé une autre proposition, celle dont nous parlons, et dans cette proposition, ils vont peut-être céder sur ce point, mais pas sur celui-ci, et peut-être que ça calmera les choses. C'est bien un autre petit tournant, mais important. Non. Exactement. Il n'y a pas encore de réponse officielle de l'Iran, mais la délégation affirme dans son communiqué qu'elle ne cédera pas sur ces possibilités ni n'acceptera des conditions pouvant être vues comme un retrait ou une faiblesse. Autrement dit, ils précisent très clairement qu'ils n'accepteront rien qui puisse laisser entendre qu'ils ont perdu, ils ne continueront pas. S'ils affirment défendre les intérêts nationaux, cela implique de préserver le nucléaire et, en lisant bien, de garder le contrôle du détroit d'Ormuz. Non. C'est déjà inscrit dans la Constitution ou au Parlement et cette loi a déjà été adoptée, bien sûr. Eh bien, voilà où en sont les choses sur ce sujet. C'est-à-dire... On reste au même point ? Oui. On en est au même point, voire pire. C'est ça. Bon, autre chose. Passons à quelques anecdotes, non ? Et on revient tout de suite. Il y a autre chose sur l'Iran ? Non. Rappelez-vous, je n'en ai pas encore parlé, n'est-ce pas ? Qu'aujourd'hui, il lance, quand le détroit a été fermé, on parlait d'abord avec les personnes qui s'approchaient sur les navires et on leur disait qu'il fallait se retirer, non ? Oui, parce qu'ils ont fermé le détroit. Mais il y a quelques heures, la garde révolutionnaire a dit, elle a élevé, disons, le niveau d'alerte et a déclaré que désormais, tout navire qui s'approche du détroit d'Ormuz sera considéré comme une cible. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus te donner la chance de t'avertir par radio, mais tu seras directement une cible. C'est une cible militaire et c'est tout. Voici comment cela sonnait. Déjà doublé en espagnol. Nous l'avons diffusé, mais pour ceux qui l'ont manqué, écoutons-en quelques secondes. Cela dure 30 secondes. Nous allons écouter ce petit extrait audio doublé en espagnol de la façon dont les Iraniens s'adressent par radio à ces, aux navires qui veulent passer par là. Écoutez ce qui suit. Dans le golfe Persique et la mer d'Oman, la marine Zepa iranienne parle sur le canal 16. Le détroit d'Ormuz reste fermé. Nous l'ouvrirons sur ordre de notre chef, l'imam Khomeini, pas à cause des tweets d'un idiot. Pour traverser le détroit, il faut demander l'autorisation à la marine iranienne Zepa. Tous les navires ayant un lien avec nos ennemis seront attaqués s'ils tentent de traverser le détroit d'Ormuz. Terminé. Le terme idiot peut être un piège. Je l'ai dit, oui je l'ai dit. Non, en fait, il s'est mis... C'est possible car il ne précise pas qui. Il ne dit pas qui. Mais il se moque à toujours que Trump vive dans un monde de tweets. Oui, c'est possible. Il y a le point d'Abbas Sargashi et eux aussi ont parlé d'ouverture et il y a le sujet de Trump. Donc ça pourrait s'appliquer aux deux. À propos de ça, c'est aussi intéressant. Maintenant, passons à d'autres sujets aussi. Quelque chose d'autre sur Ormuz, quelque chose d'autre sur toute cette zone. Bien. Passons à d'autres sujets également importants. Il y a le cas de cette dame. C'est une dame mexicaine. Elle s'appelle Marta Elena Guerra. Marta Elena Guerra, 89 ans, qui obtient à 89 ans son doctorat à l'UNAM et devient la première femme à obtenir un diplôme de ce type à son âge. Elle voulait atteindre un objectif qu'elle avait commencé des décennies auparavant. Elle a commencé ses études universitaires vers l'âge de 40 ou 42 ans. À 42 ans, elle commence ses études universitaires et à partir de là, j'imagine qu'elle a obtenu une maîtrise puis elle a poursuivi en doctorat. L'université à 42 ans, la mention honorifique à 46 ans.
Elle a travaillé comme enseignante pendant 40 ans, puis elle a obtenu son doctorat à 89 ans. C'est vraiment fou de penser que quelqu'un qui commence ses études à 40 ans peut encore avoir 40 ans d'enseignement. Exactement. Et en plus, obtenir un doctorat après. C'est pour ça que ça me fait beaucoup rire parfois. Parfois, entendre des gens de 30 ans, des gens de 40 ans, des amis qui disent déjà « moi j'ai déjà fait ma vie, tu vois. C'est bon, on y est, on commence déjà à décliner, non. Et maintenant, c'est adieu, monde cruel, non. En gros, et ça continue. » C'est-à-dire, là, je vois vraiment ce genre de personnes très clairement. C'est-à-dire que là, c'est comme si on disait adieu, non? En gros, ce sont des gens pleins de petits mots, disons. Ou d'autres personnes qui ont peut-être aussi mal, mais qui le disent. Continuer à avancer, continuer à évoluer, continuer à te développer, n'est-ce pas? En fait, c'est vraiment une décision propre à chacun et c'est respectable. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais je pense que la plupart choisissent l'autre voie. Un peu comme le côté flou. Là, c'est plus de 30, c'est-à-dire tu te dis non. Eh bien déjà le genou, je ne sais pas, enfin, il commence à sortir des trucs comme ça. Et attends. Ah Andrés, perdito, enfin non. Enfin là, si tu n'es plus un gars de 20 ans, je comprends très bien, mais je vais raccrocher un moment maintenant. Celui-ci. Eh bien des cas comme ceux de Marie-Hélène, n'est-ce pas? Marthelena, pardon. Enfin, ce sont des cas que je trouve intéressants pour ça, parce qu'ils inspirent aussi à montrer qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'âge pour se fixer des limites, non? Exactement. Elle dit que ce qui lui a posé le plus de difficultés, c'était l'ordinateur. Oui, ça m'a demandé des efforts, car je ne suis pas très douée en informatique, mais tout le monde me soutient. Excellent. Et hier, j'ai commenté parce qu'il y a aussi des dames nonagénaires qui... Ce sont des joueuses. Elles sont très douées avec les ordinateurs. Il y a de tout dépend aussi des goûts. Mais on a déjà parlé d'une dame de 91 ans qui était vraiment passionnée par ces jeux. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Moi, je ne vais pas sur Twitch, mais mon fils me disait qu'en ce moment sur Twitch, il y a un boom chez les personnes très âgées. Il dit qu'elles jouent sur Twitch. Des grands-mères et des grands-pères qui jouent, qui sont des gamers, mais des gamers professionnels. Dans lequel il diffuse. C'est-à-dire parce que non, enfin, une chose c'est de jouer, mais c'est très différent de jouer, de parler, de diffuser et de réagir. Et au final, tu crées du divertissement à partir de ton jeu et tu dois avoir un certain niveau de jeu, une certaine agilité pour pouvoir y arriver. Donc c'est très intéressant. Franchement, tout ça est vraiment très intéressant. Au fait, cette dame, Marta Elena Guerra, ne compte pas s'arrêter là. Elle a des projets pour étudier l'herboristerie. Elle dit que c'est pour voir si elle peut aider les autres. Excellent. Très bien. Eh bien, voilà une très belle nouvelle et passons donc à d'autres sujets importants. La nouvelle insolite du jour. Ce que nous voyons ici, qui pourrait sembler être des déchets, eh bien c'est en fait un canapé. Non, c'est-à-dire, ce que nous voyons ici, c'est un canapé. D'après ce qui est rapporté, c'est l'œuvre d'un designer, d'un rappeur. C'est A$AP Rocky. Il ne s'appelle pas A$AP Rocky, le mari de... Bon, lui, il n'est pas aussi célèbre que sa femme Rihanna, non? C'est pour ça qu'on dit le mari de Rihanna. Celui-ci a créé un canapé qui semble être fait de déchets, ou en tout cas qui est fait de déchets. Non. Celui-ci l'est. C'est l'apparence, non? Que c'est fait de déchets. Ok, la marque s'appelle Homemade. Elle a été fondée par lui. Donc, il a sa propre marque. Ça ne sent pas mauvais. Non. Mais le Trash Bag Coach, qui est conçu pour ressembler à des sacs poubelles, d'après ce qu'ils disent, la pièce est une œuvre d'art. Elle a été développée en collaboration avec Crosby Studios, dirigée par un architecte et designer russe, Harry Nouribier. Et donc, le canapé a 2 coussins qui ressemblent à des sacs poubelles remplis de différents types de déchets et le prix. Heureusement, ce n'est pas encore dénoncé parce que je ne pense pas, je ne sais pas, je ne m'imagine pas avoir cette saleté à la maison. Non, imagine. C'est horrible. Oui, je veux dire. Je veux dire peut-être comme œuvre d'art. Oui, dans un musée, tu te dis, tiens. Peut-être. C'est fou. Je veux dire, et qu'on te laisse t'asseoir dans un musée, ce serait drôle, non? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ce serait drôle, mais à part ça, oui, je n'imagine pas. C'est-à-dire, il a participé. Un architecte designer, un musicien... Beaucoup de gens... Ça m'agace, franchement. Tu te dis, bon, enfin, c'est incroyable. Parce que, je veux dire, ces idées, ce n'est pas la première fois que je vois ça. Enfin, non? Voilà, non. Je veux dire, ils utilisent bon les déchets comme concept esthétique. Non, ce n'est pas la première fois que je vois ça. Mais ce que je ne vois pas, enfin, je ne vois pas de critique, parce que bon,
Si tu fais quelque chose comme ça, je suppose qu'il doit y avoir une critique du consumérisme, quelque chose, non. Je dis que tu vois qu'ils le vendent sûrement très cher. Ça génère encore plus de déchets. Bon, c'est comme ça, l'affaire. L'info insolite du jour. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a aussi une autre info, pas sombre, mais plutôt un peu choquante. Évidemment, ça se passe au Mexique, non? C'est Río Pánuco, donde Eh bien, ils continuent comme ce qu'ils ont montré. Il y a sur les réseaux de la part de ce... Eh bien, le problème, c'est qu'il y a des milliers de poissons morts. Ça bon, il faudrait enquêter, non? Que se passe-t-il là-bas? Oui, nous avons vu ces problèmes dans différentes parties du monde, où tu vois que soudainement, beaucoup de poissons apparaissent comme ça. Très souvent, c'est à cause de l'excès de poissons. Ils manquent d'oxygène et commencent à mourir. Mais bon, il faudrait analyser ce qui se passe, ce qui cause ce problème là-bas. On verra bien s'il y a une réaction dans ce sens. Un autre sujet qui attire l'attention, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, nous voyons le roi de Suède, si je ne me trompe pas. Oui, le roi de Suède qui est allé à Lviv. Rappelez-vous, c'est en Ukraine, tout près de la Pologne. Ce sont des voisins. Et donc, le maire de l'endroit, qui s'appelle André Sadob, était super nerveux à l'idée de recevoir le roi. Et au lieu de l'appeler Sa Majesté, il l'appelait Votre Urgence. C'était l'habitude et son éminence, votre urgence. Et en plus, par habitude, il avait toujours tendance à se cacher quand les attaques arrivaient. Et puis, il y a aussi cette image de... Eh bien, ces moines Shaolin qui ont des capacités extraordinaires pour faire certains exercices. Regardez, le sujet ne s'arrête pas là, mais il ne fait pas que rester suspendu. Regardez, il fait une sorte de position de type pompe, mais sans les pieds. Suspendu avec 2 doigts d'un côté, 2 doigts de l'autre, et en plus il s'équilibre de cette façon. Non, c'est hallucinant, imagine. Ces doigts doivent être en pierre, c'est vraiment impressionnant, non? Donc c'est incroyable, et je ne sais pas comment on s'entraîne pour ça, comment on commence. tus dedos a ese nivel de fuerza, ¿no? También eso es tremendo. Vámonos pues a otros asuntos importantes. Un sujet qui attire l'attention alors que le monde cherche des solutions, que ce soit les voitures électriques, les hybrides, ceci, cela. Il y a eu un développement que je trouve très intéressant, parce qu'ils assurent qu'avec du diesel, c'est-à-dire avec du carburant diesel, mais en utilisant de l'eau, ils rendent le diesel 60% plus écologique pour ainsi dire. C'est-à-dire, c'est un développement très intéressant, parce que peut-être, imagine qu'ils découvrent que c'est sûrement une solution qu'ils avaient déjà... Mais ils assurent qu'il existe une technologie surprenante, une technologie qui promet de réduire de 60% les émissions des moteurs diesel sans changer le moteur. Imaginez-vous, il paraît que cette nouvelle avancée scientifique serait en train de bouleverser le débat énergétique. Ajouter de l'eau au diesel pourrait réduire drastiquement les émissions polluantes. La technologie s'appelle Whitewater ou Indicellé. C'est une émulsion, c'est-à-dire un mélange stable de micro-gouttelettes d'eau dans le carburant, contrairement à un mélange artisanal. Non. Non, n'allez pas renverser comme ça, c'est un processus. Eh bien, le système parvient à réduire jusqu'à 70, presque 70% des oxydes d'azote et il réduit 68% des particules polluantes. Des chiffres qui ont évidemment fait les gros titres dans le monde entier. Imagine si cela pouvait permettre de réduire la pollution à l'échelle mondiale. De façon impressionnante, en plus du diesel qui en théorie est le plus polluant. Oui, ce procédé permet une combustion. Plus efficace, il réduit les pics de température responsables de nombreux gaz polluants. De plus, ces études rapportent des améliorations de l'efficacité thermique du moteur, c'est-à-dire que le moteur est plus performant, il fonctionne mieux. Ça, c'est impressionnant. Exactement, mais cela a évidemment ses inconvénients. Les émissions de CO et de CO2 peuvent varier en fonction du mélange, du moteur et des conditions d'utilisation. Aussi, lors des tests réels, par exemple sur les camions urbains, les résultats ne sont pas toujours très cohérents. Elles peuvent même augmenter les émissions dans certains scénarios. C'est-à-dire que cela dépend de la façon dont il l'utilise. Cela dépend de la façon dont il l'utilise, cela dépend du moteur, cela dépend de plusieurs choses, cela dépend aussi de l'entretien du moteur.
Donc, ce n'est évidemment pas une solution magique, mais plutôt une technologie, une piste qui commence à se dessiner et qui nécessite des ajustements, évidemment, ainsi qu'un contrôle. Trop tard, non, il est déjà trop tard. Pourquoi? Je veux dire, tout est déjà fait. Tout passe à l'électrique. Par exemple, il existe actuellement d'excellentes voitures hybrides. Ah, d'accord, oui. Donc, ce sont des options, ça reste une option. Et un autre défi, c'est aussi la stabilité du carburant. Le mélange a besoin de ce qu'on appelle des tensioactifs pour rester homogène, mais ça ne dure que 60 jours. D'accord. Alors, En gros, soit tu l'utilises, soit tu l'utilises. en gros, ça se gâte. Si tu dépasses les 60 jours, c'est déjà fichu. Voilà. Oui, bon, il y a encore des choses à régler là-bas. Ça s'appelle WIDE, le projet, au cas où vous voudriez chercher, voir si vous trouvez des informations intéressantes, voir ce que vous en pensez. Passons à un autre sujet. C'est une découverte curieuse. Ils ont trouvé le premier œuf d'un ancêtre des mammifères. Voilà cet œuf. Comment? Enfin. C'est-à-dire, c'est un œuf de mammifère. Ouais, exactement. C'est ça qui est si curieux. Ils assurent que c'est comme l'ancêtre, c'est celui qui est presque un mammifère mais qui n'en est pas un. Donc, eh bien, ce serait l'œuf d'un petit de l'Istrosaure. C'est le premier, ce n'est pas un mammifère, mais c'est comme le parent le plus proche. le parent le plus proche, n'est-ce pas? Eh bien, cela apporterait une preuve directe que les ancêtres pondaient en des œufs, c'est-à-dire les ancêtres des mammifères, et cela raconte l'histoire de la survie de ces animaux. Le nouveau fossile date d'il y a 250 millions d'années et contient l'embryon de l'Istrosaure, un sujet qui est évidemment encore à l'étude. Cela a été publié d'ailleurs dans la revue scientifique PLOS ONE. Au cas où quelqu'un serait intéressé. Ça l'intéresse. S'il veut l'analyser un peu plus en profondeur, non? Passons donc à d'autres sujets également importants. En fait, passons aux commentaires, non? Allons aux commentaires. Comment allez-vous? Comment ça s'est passé pour vous? Eh bien, c'est samedi, c'est le jour des films, non? Et la vérité, c'est que on n'a pas eu l'occasion d'aller au cinéma, donc non, on n'a rien vu au cinéma, mais on en a quand même regardé un sur les plateformes. Bon, il nous reste encore un épisode, mais on s'est lancé dans une série dont on vous avait déjà parlé. Elle s'appelle Hijack avec Idriss Elba. Ça se passe bien, c'est intéressant. Que regarde-t-on d'autre? Sinon, dans notre semaine, Je crois qu'on a vu, on a vu, eh bien, vous venez de voir, il vous reste un épisode de... Invincible. Invincible et... Le plus récent? Oui, on a vu quelque chose, oui, on a vu quelque chose. Un art. Bon, on continue comme ça. Nous avons suivi l'amour, c'est vrai. Je ne me souviens pas avoir vu de film. Nous n'avons pas vu un film, mais quelques épisodes d'un anime. Tu sais, ceux où ils transforment le plomb en or. Comment ça s'appelle déjà? Alchimistes? Oui, quelque chose avec des alchimistes. Nous avons vu 2 épisodes. Des... Metal Alchimiste, et nous avons vu 2 épisodes de celui-là, de cet animé. Celui-ci, jusqu'à présent, nous n'avons vu que ces épisodes. Il y en a plusieurs en attente que vous m'avez mentionné la dernière fois, mais il y a tellement de choses à regarder. Parfois, il est difficile de tout suivre, mais on dit que cette menace d'un super El Niño nuirait fortement à l'agriculture mondiale et accroîtrait les risques d'incendies de forêts et d'inondations catastrophiques. Oui, ce sujet avance très rapidement. Et je pense que nous vivons déjà le changement à Monterrey, parce qu'en ce moment, ce que nous vivons, c'est le contraire. En ce moment, c'est très radical, c'est-à-dire qu'en ce moment, il pleut. Oui, et ce n'est pas du tout courant à cette période de l'année. On va rester normalement encore un petit moment. Eh bien, je porte une veste, on est en avril, c'est-à-dire, voilà. Et On va avoir 12 degrés aujourd'hui? Non, on ne va pas avoir 12 degrés aujourd'hui. Il fait frais, je dis pas le contraire. Pareil qu'une caméra, chemise comme ça, le truc c'est que je portais une chemise à manches courtes et j'ai eu froid, alors j'ai mis une chemise à manches longues. Non, enfin, avec ça c'est suffisant, mais ici à la maison. Mais la nuit, à partir d'aujourd'hui, il va faire en théorie 12 degrés Celsius. Donc oui, c'est vraiment costaud, dit Francisco San Francisco. Ainsi, Honda et Sony ont annulé le développement de leurs voitures électriques à Fela, mais cela date du 28 mars. Merci Francisco, je ne savais pas, tu vois, je n'étais pas au courant de l'annulation de ces voitures. Tu sais pourquoi? Est-ce qu'ils ont donné une explication ou c'est quoi l'affaire? Grand salut à la communauté des membres de la chaîne, merci pour votre soutien et salutations à tous. Salutations à Meta, il dit que celles-là sont horribles, ce sont des meubles d'art, je sais, Porc, San Blanca, Barcelo. Amis, Comment ça va? Andro et Dieguito J. Il s'est même asséché à Querétaro. une chaleur, non, regarde. À Querétaro? C'est-à-dire que nous ne sommes pas le nouveau Cuernavaca. Maintenant, c'est-à-dire... Salut Christo, tu ne crées pas comme Toluca, je ne sais pas. Non, Toluca, non, Toluca. Salutations à Blanca, elle dit que même offert, elle ne veut pas du canapé.
Non, ce n'est pas vrai. Tu ne vas quand même pas le mettre sur tes ailes. Je le mettrai à mon fils. Comme ça, s'il le donne le cours de sa fille pour qu'elle ne se doute de rien. Maintenant, je pense que le reste, c'est trop, dit Martin Gutiérrez Pepe. Après mercredi, les prix du pétrole, la valeur des bourses et le dollar vont changer. Bon, c'est-à-dire qu'ils vont baisser, tu crois, ou qu'ils vont monter, Parce que regarde, Je veux dire, s'il n'arrive pas à un accord? s'ils n'arrivent pas à un accord, tu vois, c'est comme ça que ça a fermé comme ça. Exagéré, ça a fermé comme ça, la bourse était super haute, le S&P 500, Ils ont super bien réussi. ils ont vraiment super bien réussi. Regarde, enfin, voyons voir ce que sera le dernier. Voyons le graphique autant que possible pour voir la forte hausse qu'il affiche en ce moment. Je vais encercler pour voir où ils sont. C'est la montée, c'est la montée, c'est la montée. Regardez, c'est l'historique. On va mettre un petit dessin ici. Là, ils sont bien. Regardez où se trouvent en ce moment les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Ici, ça. Bon, et là, je vais jusqu'en 2023. Pardon, ce que je fais ici aujourd'hui, c'est que je gribouille un peu. Voyons, pardon. Ah, contrôle, voilà. Oui, on va faire cet exercice comme ça. Eh, Oh. Ah, oh. hola. Salut, abonnez-vous, je vais vous le mettre comme ça. Zoom, je vais vous le mettre comme ça. Abonnez-vous, écoutez, exactement. C'est-à-dire, c'est à peu près ce qu'on voit en 2023. Regardez comme le SP500 s'agrandit, avec ses creux évidemment, avec ses énormes creux, mais bon, il continue et il continue de monter. La vérité c'est que oui, ce sujet est très intéressant. Au fait, un grand merci à Ruben Williams pour cela, pour ça je le méritais. Enfin bref. Un grand merci pour ces 10 abonnements et félicitations à ceux qui ont reçu 1 mois d'adhésion gratuit. Merci donc à Ruben, un grand merci aussi à Francisco et à tous ceux qui ont déjà laissé un j'aime. Monica Sepulveda, comment vas-tu? Également un grand bonjour. Donc voilà. Voilà comment ça se passe aujourd'hui, c'est à votre tour à un moment donné. Ce n'est pas à vous de recommander aujourd'hui, parce que je crois qu'on n'a rien vu de nouveau. Jusqu'à la prochaine fois. Yesenia Rodriguez, bonsoir à tous. Salutations du Panama, salutations Yesenia, salutations à Miguel Alejandro. Intéressant le mélange de diesel et d'eau en gouttes, dit oui. Ruben. Williams. Il y a aussi toujours quelqu'un qui voit la note, mais qui ne se base que sur le titre et commence déjà à critiquer. C'est direct sur la voiture. Salutations, Anna Maria qui dit « Nous sommes allés au cinéma pour voir le film de Mario Bros tout juste. » Eh bien, pour moi, c'était ennuyeux. Je me suis même endormie, mais mes filles ont aimé, dit Anna Maria. Anna Maria n'est pas seule. Nous ne sommes pas allés les voir, mais nous sommes allés voir le premier en 3D grand écran, endormis. Moi, je me suis perdue. Il y avait trop de couleurs et de mouvements. Je vais dormir maintenant. Oui, mais oui, celui-ci est cela. J'ai préféré celle de Minecraft. Celle de Minecraft est vraiment bien, c'est-à-dire que je ne me suis pas du tout endormie. Elle est très jolie, dit-elle. MT, le discours en Espagne sur le fait d'allouer un pourcentage du budget pour planter des arbres, c'est ce qu'a dit le Mexique, qui n'a pas d'argent et qui endette le pays de plus en plus, dit MT. Salutations à MT. Comment vas-tu? Très bien, dit Miguel. Comment va Miguel? Alejandro, Monsieur Pionnier 400 salue, des cracheurs de feu au feu rouge. Ils utilisent du diesel très dilué? Vraiment? Je ne savais pas comment ils font. Elle dit qu'il n'y en a plus ici. Avant, il y en avait beaucoup. Et enfin, je me souviens du PP, là où nous avons trouvé l'arche. Il y en avait toujours. Oui, il y avait toujours un scandale. La dame, elle apporte du feu. Mais si elle en apporte, elle apporte des choses là. Mais les autres sont proches. Et la dame, eh bien, elle porte des marques. Des portes? Des brûlures. Oui, parce qu'il y a sûrement eu un accident, quelque chose. Oui, salutations. Canela salue papa depuis l'Argentine. Salutations à Nord-Sud. Il dit que Trump n'a aucun intérêt à ouvrir le détroit d'Ormuz, peu importe ce qu'il raconte pour distraire Nord-Sud. C'est-à-dire, c'est compliqué. Ce que je vois en ce moment, ces jours-ci, c'est essentiellement ce qui va continuer encore un moment. Si on voit qu'il y a une négociation, eh bien, ils vont continuer à l'étendre, à dire oui, à dire non, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Il ne faut pas oublier comment cette négociation s'est déroulée avec la question de Gaza. Non, c'était une chose, mais il ne se passait rien, et c'était oui, c'était non. Mais au final, cette idée d'étendre les choses et de mettre un peu la pression, comme ça a marché pour lui dans ce sens-là. Par exemple, sur l'Ukraine, cela n'a pas fonctionné pour lui. Mais aussi comme à Gaza, disons. Entre guillemets, Parce que désarmé ne reste jamais désarmé, armé, armé.
Et si le temps continue de passer, ça va continuer et grandir. C'est comme le Venezuela, tout est fait à moitié. Tout est fait à moitié, tout est fait à moitié. Así, ¿verdad? O sea, Quelqu'un de sensé croit-il qu'en ce moment, comme vous le dites, on va renverser le régime à cause de cette guerre? Du moins jusqu'à présent, non, on ne voit pas ça. Et on dirait même qu'ils sont plus renforcés et que la situation avance, et tu te demandes aussi, est-ce que cette stratégie ne va pas les rendre encore plus forts? Les Iraniens, ayant déjà résisté à ce conflit, seront même encouragés à poursuivre et à perfectionner leur stratégie, pensant « la stratégie a fonctionné, continuons à l'améliorer ». Mais bon, la stratégie fonctionne dans le sens où ils résistent à une attaque même directe d'une puissance, n'est-ce pas? Ou de deux puissances, car au final, Israël et les États-Unis sont des puissances militaires. Et résister à cela n'est pas rien pour un pays qui traverse une crise de l'eau, économique et d'autres crises. Donc oui, malheureusement, il faut voir s'il n'y aura pas d'autres groupes ou d'autres pays similaires qui voudront aussi faire la même chose. Eh bien, tenir tête et devenir, disons, plus agressif. Disons, dans toute cette recherche des ayatollahs ils disent de vouloir détruire l'Occident, n'est-ce pas? Ils l'ont dit. Eh bien, cela semble, je pense, les pousser à croire que tout ce qu'ils ont dit, tout ce récit, maintenant, beaucoup vont le voir comme justifié, parce qu'ils vont dire, regarde, oui, c'est vrai, ils sont venus nous bombarder. Regarde, ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela. Cela justifie, dans l'esprit de beaucoup de gens qui vivent là-bas, tout ce récit. Exactement, dit Anna Maria. Salutations à Patricio qui regarde votre émission ici avec moi depuis le sud de Veracruz. Salutations Anna Maria. Bonjour Anna Maria, j'espère que tu vas bien. Et Patricio, salutations. À Patricio aussi, un énorme salut. Comment vas-tu? Monica Sepulveda, Félix Tarassas, Anna Maria, pour toute la communauté. Merci beaucoup. Salutations à Eugenio Feliciano, comment vas-tu? Salutations à Porto Rico. Ruben dit que ce n'est pas pour nous. Raoul Sachs, le Japon pensait que les kamikazes allaient fonctionner, mais ça n'a pas été le cas. Oui, bon point. Maintenant, ce sont un autre type de kamikazes, n'est-ce pas? Les drones non pilotés et très bon marché. Oui, n'est-ce pas? Quelle décision incroyable, non? De se lancer comme ça. Raoul dit « Salutations, Raoul Sachs ». Félix Tarassas, ils sont comme la Kimball Trufia. Comme ils disent une chose, ils en disent une autre. Voilà. Il y a des choses où vraiment, je n'ai pas raison. Je pense que les hostilités vont continuer. Oui, par exemple, l'autre jour, je disais que la logique s'enchaîne. Non. Trump disait, par exemple, au début, il posait une question à une journaliste. Combien de temps durera la guerre? Non, c'est déjà fini, c'était juste une incursion, ça va finir bientôt. Mais Peter Hechette dit qu'il reste des semaines. Ça peut être les deux à la fois. Non, ça ne peut pas être les deux à la fois. Soit ça va finir tout de suite, soit ça va durer des semaines ou des mois. Parce que Hechette disait qu'au début, la première semaine, ce serait plus intense, mais l'autre jour, il affirmait que ça allait déjà finir. Donc, et c'est comme ça tout le temps. Si vous faites attention, il se contredit constamment. Là, sur le moment, il se contredit sans même attendre quelques minutes. Là, sur le moment, il se contredit. Salutations à Dorian. Salutations, Dorian. Comment vas-tu? Il est actif, dit-il depuis l'émission. Non, il dit de laisser le chat actif. Laisser le chat actif. Hier, il est resté actif, tu te souviens? Le chat est resté actif. Ah, d'accord. Pendant 2 heures, n'est-ce pas? La conversation devait être intéressante, j'imagine. Salutations, Dorian, comment vas-tu? Beto Barba, un grand salut à toi aussi. Il dit « L'ornithorynque est clos et c'est un mammifère. » Oui, c'est vrai. Chose. Très étrange, ornithorynque. C'est tout un sujet, ça. Oui, en plus, il a du venin dans ses... comme des poils. Ce ne sont pas vraiment des poils, ça ressemble plus à des piquants. Ouais, mais il y a un peu de venin qui sort de là. C'est très étrange aussi. C'est fou. Donc c'est comme un mélange. Salut Canela, comment ça va? Salutations à Mariano Sejas qui dit « Malheureusement, l'OTAN aurait pu ». Salut Mariano, comment vas-tu? Salut. Salut aussi à Miguel Alejandro, à Carlos Martinez, à Gabriel Durán Castro. Comment vas-tu? Salut. Il y a aussi Raoul Sachs, Tapatia et Christy Kranz ici. Salut. Salut aussi à Aparicio González qui dit que Maria Corina Machado se trouve en Espagne. Oui. Par hasard, en coïncidence avec d'autres dirigeants mondiaux, ou bien elle accomplit le mandat que lui a confié la trompette. Salutations depuis l'Uruguay. Eh bien, elle est de retour. Qui sait? Voici le... Elle a rencontré beaucoup de gens impressionnants. Beaucoup de gens se sont rassemblés là, au centre de Madrid. Apparemment, c'est là que la réunion avait lieu. Eh bien, évidemment, tout cela attire l'attention vu le sujet. Ils sont là avec ceux du PP, n'est-ce pas? C'est comme un parti, si je comprends bien, de centre droit. Quelque chose comme ça. Mais bon, c'est comme ça, non?
Au final, ce sont des politiciens et ils seront d'un côté ou de l'autre, peu importe, en faisant des alliances, etc., etc. Ça aussi, ça fait partie de ce qui se passe en ce moment. Et donc, eh bien, il y a aussi la présidente mexicaine, non? La présidente Lula, Petro, qui d'autre était là? En fait, Petro, Lula et Claudio ont pris une photo. D'après ce que j'ai vu, il y avait une autre personne, je ne me souviens plus qui c'était. Oui, mais bon, oui. Oui, les images circulent par là, eh bien c'est aussi une partie de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il dit « Santé Raoul, comment vas-tu » Francisco Arce dit qu'il y a peu de likes. Oui, c'est très lent. Donnez-nous un coup de main avec ça, s'il vous plaît. Salutations à Guillermo Vega qui dit « Pépé, je te conseille le jeu auquel je joue. Pragmata, il est vraiment bien. C'est un jeu vidéo? Oui. Pragmata? 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 Ou est-ce un jeu de société? Non, non, jeu de société. Martin dit 105 millions de dollars d'aide d'urgence pour le Guatemala, le Honduras et le Salvador. La catastrophe environnementale et la sécheresse extrême ont laissé plus de 7 millions de personnes en situation de famine, dit Martin. Salutations, Martin. Salutations, Martin. Eh bien oui, c'est très très difficile. Évidemment, le sujet, comment on appelle ça, c'est la partie qu'on ne voit pas souvent, non? Dans l'actualité en ce moment, surtout avec autant de conflits et tout ça, malheureusement, les questions environnementales et ce genre de sujets sont un peu relégués au second plan dans les médias. Ici, on essaie, n'est-ce pas, d'aborder certains des sujets les plus pertinents à ce propos, mais tu vois, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Pragmata, c'est un jeu d'action-aventure de science-fiction de Capcom, dit Capcom. Il dit « Accompagne Hawk, survivant d'une expérience, d'une expédition tragique, et Diana, une jeune androïde, alors qu'ils avancent à travers une station lunaire dominée par une IA hors de contrôle pour retourner sur Terre. Oh, l'équilibre. C'est intéressant. » Pour saluer le disparu, il apparaît, vous voyez? Comment vas-tu? Ben, comment tu vas, Ben? Oh. On a demandé de tes nouvelles? 2025, non. 2025, je ne pense pas qu'il soit venu pour 2026. Salut Ben, je suis content que tu sois là, que tu ailles bien. Miguel Alejandro dit « Israël les a emprisonnés et je ne trouve plus le gilet de sauvetage pour sauter à l'eau et filer en vitesse. » Il dit « Salutations. » Salutations, c'est super. Et salutations à ceux qu'on ne voit plus parce que oui, et à celles et ceux qui, tout d'un coup, ne se connectent pas ou quoi que ce soit, ou se connectent et ne peuvent pas parler pour une raison quelconque aussi. Qui nous écoutent en différé, comme Tibal, comme Sita. Sita, salutations à Sita, à Tibal, évidemment. Eh bien, à toute la communauté qui, parfois, n'apparaît pas ici dans le chat, mais on sait qu'ils sont là. Walter Rosario aussi, un grand salut. Walter. Il dit « Moi j'aime un jeu qui m'amuse beaucoup, c'est un jeu qui s'appelle Sokoban et c'est un jeu de réflexion. » Voyons, mets-le. Mets-le parce que je pense vraiment que c'est un jeu de réflexion, c'est pour moi. Novak Chronos dit « Vous avez vu que toutes les grandes entreprises s'unissent pour créer une méga IA capable de rivaliser avec Mythos, elles ont peur de se faire pirater. » Oui, ils vont faire un développement ensemble comme pour sécuriser Sokobanatan. Avec un S, avec un K, oui, Sokoban tout attaché, Kellan. Ah, très bien, Kellan, d'accord. Tu vas l'offenser si tu ne le dis pas joliment. Oui, bon, vas-y. Vas-y, appuie. Ah, comme ça, j'aime beaucoup, oui. Oui, celui-là va beaucoup aimer Street, bien sûr. Oui, salutations de ma part. Il y en a que j'aime. Mais là, on va voir qu'il est déjà marié et qu'un enfant est en route. Oh, comme ça va vite. Oh, quel vieux monsieur. Vous gérez ça en un rien de temps. Félicitations, toutes mes félicitations. Quelle joie. Un petit ou une petite, c'est toujours une expérience formidable. C'est celui-ci, hein, ce n'est pas celle-ci. Sokoman, ah, je vois très bien lesquels c'est. Oui. Oui, comme un puzzle, non? Oui, tu dois emmener je ne sais pas quoi, et tu n'as qu'un nombre limité de mouvements. Oui, tu dois commencer une charge. Eh bien, c'est comme ça que je me suis lancé dans ce Ultra Kill tout à l'heure, comment ils appellent ça. Je jouais à Ultra Kill tout à l'heure, je ne sais pas si quelqu'un y a déjà joué. Je trouvais ça vraiment chaotique quand je le voyais jouer comme ça. Et en fait, non. Enfin, oui, c'est bien, c'est cool. Ce n'est pas pour tout le monde, évidemment, parce que oui, c'est un vrai massacre de zombies, et tout un tas de trucs, des monstres et tout ça. Mais c'est plus divertissant que ça en a l'air, non? Ce petit jeu-là. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que Martin dit? Comment il le dit? À la fin du monde, on voyait la pandémie, les guerres, les climats extrêmes, aussi une, quelle coïncidence, il y a de plus en plus de drapeaux rouges, dit Martin. Comment vas-tu, Martin? Walter, merci beaucoup, Walter, salut. Comment vas-tu? Salutations à Walter Osorio aussi. Merci beaucoup. Salutations également, nous la verrons ici. Merci.
Omar dit. Mais ce qui s'est passé en Iran, c'était comme un coup d'État, sauf qu'il y a eu l'aide des États-Unis. Ils ont écarté les dirigeants, laissé un vide de pouvoir, et ce sont les plus radicaux parmi ceux qui étaient là qui sont arrivés. Salut, comment vas-tu? Très... Bonus. Salutations à Carlos Martinez, également à Rouleau, nous vous saluons, et à Aparicio González. Comment vas-tu, Aparicio? Comment vas-tu? Salutations. 7 Pounds aussi, comment vas-tu? Il dit Poutine, Trump et Xi commencent à se répartir chaque hémisphère. Salutations, 7. Salutation 7. Au fait, est-ce que la réunion entre Donald Trump et Xi Jinping va avoir lieu ou pas en mai? Voilà la question que je vous laisse. Parce que, eh bien, je ne sais pas, je trouve Trump très optimiste en pensant que ça va vraiment se faire. Peut-être qu'il lui a déjà parlé, n'est-ce pas? Mais on dirait qu'il attend la réaction de Xi Jinping. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu Xi Jinping dire quoi que ce soit. Oui, on va se voir, je ne sais pas. On dirait bien que ça va se faire, non? Non, dit Nova. Vous avez déjà vu le vrai scandale où son fils a vécu à l'ambassade du Mexique au Royaume-Uni et le monsieur s'énerve parce qu'on le questionne. Quel culot, dit Nova. Salut, comment tu vas? Bonjour. Oui, nous l'avons vu. Salut. Et toi, j'ai déjà vu que... Il y a pas mal de rumeurs qui circulent. Il y a pas mal de rumeurs qui circulent. Bon, je vais aussi raconter quelques potins sur les célébrités maintenant et on verra sinon c'est pour nous. Salut à tous. Salut. Salut Adrien Gilbert, comment vas-tu? Adrien Gilbert, comment tu vas? Salutations dans l'Espagne, comment vas-tu Papa de Nova? Bonjour. Et salutations aussi à Adagio Capacitaciones. Adagio, comment tu vas? Papa Nova a lâché une phrase aujourd'hui ou pas? Je ne vois pas papa dans la phrase. Eh bien non, si je la vois, je te le dis. Je soutiens papa, il est en train d'en parler là-bas, il dit « effondrement des pollinisateurs », dit papa. Si ça disparaît, le système de production alimentaire s'effondrerait, dit Marcelo Martin, comme un État. Salutations à Diablo 0852, comment vas-tu? Bonjour, salutations. Et Antonio Vasquez dit que cette attaque des États-Unis contre l'Iran a été menée avec une mauvaise stratégie et que cela a provoqué la fermeture du détroit d'Ormuz. Salutations depuis Guadalajara. Salutations Antonio, bonjour. J'espère que toi et ta famille allez bien. Qui d'autre est là-bas? Adrien Gilbert dit « Je pense que tu parles de la régularisation des immigrés en Espagne, n'est-ce pas ?» Ah oui, je l'ai vu. Il faut 5 mois en Espagne, peu importe si tu as un passeport ou non, si tu es enregistré ou si tu vis dans la rue, des papiers pour tout le monde. C'est-à-dire 5 mois ou combien? 5 mois. Oui, tu vois. C'est incroyable, oui. Oui, c'est très ouvert. Le sujet est vaste. Que disent les gens? Je parle franchement. Je sais que certains approuvent, non? La majorité est-elle d'accord ou non? Voient-ils cela comme un problème? Quelles sont leurs réactions? Je demande à la communauté qui nous regarde depuis là-bas, depuis l'Espagne, de nous dire ce qu'ils en pensent. Et bon, il y a une réaction, mais on va voir demain pour ce Tim Burchett. Ça pourrait être une publication, ce député dont on parle. C'est-à-dire, bon, il avance l'idée de divulguer ces dossiers du Pentagone. Aujourd'hui, il y a eu cette Anna Maria, comment elle s'appelle? Anna Paulina Luna. Et Anna Paulina Luna a publié un message justifiant un peu pourquoi ceux du Pentagone avaient repris du temps. Mais bon, à part ça, elle n'a rien dit de très important. Ce qu'elle dit me semble plus intéressant, mais on en parlera demain parce que c'est lié aux scientifiques qui ont disparu. Donc c'est intéressant, mais là on est déjà à la toute fin du direct. Mieux vaut en parler demain, comme ça on pourra aussi faire une analyse un peu plus approfondie du sujet. On ne l'a pas vu, la fin du direct approche. Il dit « Bon, merci pour la recommandation. Au fait, les jeux vidéo, oui aussi. » Salut à Lourdes, salut à vous tous. Que pouvons-nous faire si nous sommes entre les mains de gens qui se croient puissants et pensent que quelqu'un détient tout le pouvoir pour tout détruire? Merci Astrid et Pépé. Salutations. Salut Lourdes, comment vas-tu? Merci beaucoup pour ton commentaire. Salut à Marie-Léna Onofre, comment vas-tu? Très bien Marie-Léna. Salut et salut aussi à Martin. Pépé demande « Penses-tu qu'il pourrait y avoir une chute totale des systèmes financiers et de communication à cause d'attaques informatiques? Qu'en penses-tu? » Eh bien, voyez-vous, une chute complète me paraît difficile, mais il pourrait effectivement y avoir des effondrements par secteur, n'est-ce pas? Écoute, moi j'ai été très surpris par ce rapport du Mythos, tu vois? Oui, parce que ce qui a été découvert avec Mythos, c'est que le système global de tous les systèmes financiers, n'est-ce pas? Ils sont très fragiles, extrêmement fragiles. Alors, cela veut dire que tout ce qu'on disait que c'était très sûr, eh bien peut-être que ce n'est pas si sûr que ça.
comme on le pensait. Donc maintenant, plus que jamais, il faut faire très attention. Là où on clique, là où on met la carte, ce genre de choses, il faut toujours, si tu vas mettre une carte, il faut toujours le faire prudemment, tu vois. Les banques te donnent une option, ou du moins certaines, te donnent la possibilité de créer une carte numérique temporaire, sur laquelle tu dis, par exemple, je vais dépenser 100 $, donc tu actives ces 100 $, tu les dépenses peu à ce moment-là, et ensuite il reste 0, et en plus le code secret, le numéro secret, il change. Il change après quelques minutes. Donc ça diminue la probabilité de piratage, mais oui, ça m'a surpris, vraiment. Je veux dire que ce soit aussi fragile, des systèmes complexes, donc de serveurs, de grandes entreprises, on est tout ça. Imagine si c'est comme ça, comment sont les entreprises moins importantes, plein de serveurs, mais je ne sais pas combien, des milliers de serveurs sans même de mot de passe. Oui, je ne sais pas. Ils pouvaient entrer comme si de rien n'était, c'est-à-dire, franchement, tout ce sujet est vraiment, vraiment fou, non? Mais bon, il dit comment? Moreau, comment ça va? Super, Christy, salutations. Il l'appelle déjà jumeau. Allez, ne lui faites pas peur, ne lui faites pas peur. Salutations. Et comme si ce n'était pas encore assez de travail, imaginez-en 2. Salutations. Allons-y. Salutations les gars, rappelez-vous que nous sommes sur WhatsApp et sur Telegram et nous sommes aussi sur Facebook, X et Instagram. Un grand merci et un grand bonjour à toute la communauté. Eh bien, on continue à discuter. Si tu regardes le replay, laisse-nous aussi une suggestion de film, de série que tu nous recommandes, ou de jeux vidéo aussi, évidemment. Merci beaucoup pour ça. C'est pour ça que j'utilise le 1, 2, 3, 4, 5 salut, Francisco. Le passe-gour? Le passe-gour, oui. Merci beaucoup, portez-vous bien, passez un excellent week-end et profitez-en. Demain, nous serons ici dès le matin pour vous informer de l'actualité. Autre chose? Non, nous n'en avons plus. Allons-y alors. À plus tard. Nous interrompons votre programme habituel. Merci d'être à l'écoute de la vérité. Ici, c'est Pépé en direct. La vérité est intense, dure, l'insolite est réelle, c'est dur, ici nous l'analysons. Vision globale, ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne, Pépé en direct, aux commandes du signal, Pépé en direct, disant la vérité. Journalisme brut, ici, le respect compte, active l'alerte, ne perds pas le fil, à la prochaine, oui monsieur. On fait l'appel. Souscrivez, abonne-toi. Pépé en direct, dans la place. Papa.